Bienvenue dans cette nouvelle session du programme Achat circulaire et solidaire, session méthodologie consacrée à la famille d'achat mobilier, qui est une famille d'achat importante dans l'achat public. Le déroulé de la séance, vous le connaissez peut-être, mais je le rappelle, on va d'abord évoquer les enjeux et les actualités réglementaires autour de cette famille d'achat, puis je vous présenterai les clauses, les outils, les guides et les ressources qui vont vous permettre d'approfondir votre réflexion sur le sujet. Et enfin, j'évoquerai avec Eva la grille méthodologique qui vous permettra de décortiquer votre acte d'achat et pour le rendre le plus vertueux possible. Alors, quels sont les enjeux circulaires autour du mobilier? D'abord, il faut savoir de quoi on parle. Voilà, vous avez une définition classique du mobilier qui est désignée par un ensemble de meubles destinés à l'usage et à l'aménagement d'une habitation. Pour ce webinaire, j'ai préféré me référer à la désignation qui est celle de la responsabilité élargie du producteur autour de ce secteur-là, autour des déchets d'éléments d'ameublement, où on a une définition qui est quand même plus précise. Donc, c'est les éléments d'ameublement rassemblent les biens meubles et leurs composants, dont la fonction principale et de contribuer à l'aménagement d'un lieu d'habitation, de commerce ou d'accueil du public en offrant à la fois une assise, un couchage, du rangement, un plan de pause ou de travail. Donc globalement, ça comprend voilà, les chaises, les bureaux, les tables, les lampes, les présentoirs, les canapés et les fauteuils. C'est une liste qui, bien évidemment, n'est pas exhaustive. Alors, les chiffres clés du secteur du mobilier. Euh, on a en France un marché qui représente près de 9,5 milliards d'euros de meubles neufs qui sont vendus par an, 2 millions de tonnes de meubles qui sont jetés, dont seulement 4% qui sont réemployés ou réutiliser, ce qui donne une bonne idée du gisement potentiel hein, que nous offre ce secteur du mobilier, notamment pour voilà, le réemploi et la réutilisation. Si on rentre un petit peu dans le détail, on a 62 000 tonnes de déchets d'éléments d'ameublement professionnels qui ont été collectés en 2020, ce qui est une petite partie au regard voilà, des 2 millions de tonnes de déchets de meubles qui sont jetés. Parmi ces déchets d'ameublement, on en a seulement 1% qui sont réutilisés, 83% qui sont recyclés. Donc voilà, c'est une très très large partie de ces déchets qui sont recyclés. On en a 7% qui sont valorisés pour l'énergie et 9% qui sont éliminés purement et simplement. Les types de matériaux hein, qui sont issus de ces DEA, de ces déchets du mobilier, on voit qu'on a une très très large majorité de bois, hein, de panneaux et de bois massif. Et après, on a divers textiles et mousses. Et on a 10% de ces déchets qui sont du métal, 1% qui sont du plastique. Donc on voit là que, le gros effort et le gros point de travail se situe sur les déchets bois. Je trouvais intéressant de vous indiquer aussi quels étaient les types de traitement pour ces déchets issus du mobilier. On a le premier traitement qui est le plus vertueux, qui est celui du réemploi et de la réutilisation. Donc, si leur état le permet, ces déchets, ils vont aller vers des filières qui permettent leur réemploi et leur réutilisation, en étant par exemple donnés à une association de type Emmaüs, de type ressourcerie, de type recyclerie, qui, le cas échéant, pourront peut-être les réparer, les repeindre et ensuite les revendre. Donc c'est un poste important de ressources pour ces acteurs-là. Et c'est intéressant voilà, c'est le mode de traitement qui est le plus intéressant pour ces déchets du mobilier, qui est le plus vertueux.
On a ensuite la valorisation énergétique pour les déchets du mobilier qui ne peuvent ni être réemployés ni recyclés. Ceux-là, ils vont être valorisés par incinération, notamment grâce à la qualité de leur combustion. Euh, Notamment parce que c'est, comme on l'a vu précédemment, principalement des déchets de bois. Donc le bois brûle bien et généralement, ces déchets-là sont incinérés. On a ce qu'on appelle la valorisation matière, les déchets qui vont donc être dirigés vers des centres de tri pour que tous ces matériaux, donc bois, métaux, mousse, plastique, etc., puissent être séparés les uns des autres et utilisés dans des usines de recyclage. Donc pour le métal, ça va être dans la sidérurgie, l'acierie. Pour le polyester, la mousse, et le polyuréthane, on va l'utiliser dans l'industrie du revêtement, du secteur automobile. Pour le bois, on peut avoir une valorisation biomasse et puis on peut aussi le transformer en matière, en matériaux de bois, hein, et le textile sera lui utilisé comme isolant dans l'industrie automobile. Et pareillement pour les mousses, il va y avoir différentes valorisations de ces matériaux. Et puis enfin, le dernier traitement qui est le moins vertueux, c'est l'élimination, puisque les déchets du mobilier qui ne sont pas valorisables seront tout simplement éliminés. Là, c'est une petite partie de ces déchets-là, mais qui représente quand même un tonnage important. Alors, quels sont les grands enjeux écologiques autour du mobilier? Comme je vous l'ai dit, 83% des déchets du mobilier qui sont collectés sont recyclés. Simplement, la collecte est pas forcément très développée, mais parmi ces déchets qui sont collectés, on en a une très très large partie qui est recyclée. C'est une solution, enfin, on va pas non plus trop la critiquer, c'est une solution parmi d'autres. Simplement, c'est une solution qui implique une forte consommation énergétique, qui va aussi impliquer de l'émission de gaz à effet de serre dans le processus de refabrication de matériaux. Et c'est quelque chose qui ne remet pas forcément en cause notre surconsommation de ce type de produits. Donc l'enjeu pour le secteur, l'enjeu que je dirais un peu numéro un, c'est de développer des solutions de valorisation qui vont être alternatives, comme le réemploi et la réutilisation. Le deuxième enjeu, c'est que ce mobilier-là, enfin, le marché du mobilier est largement pourvu en produits ayant une durée de vie assez limitée. C'est souvent vendu, enfin les grandes enseignes vendent souvent des meubles de bois qui sont faits en bois aggloméré. Je ne sais pas si vous voyez à quoi ça correspond, mais c'est souvent du bois qui est de mauvaise qualité et assez peu durable. Donc il y a vraiment un fossé à franchir là de la part du secteur pour aller vers des matériaux un peu plus solides et durables qui va permettre du coup de réduire la quantité de déchets mobiliers produits dans notre pays. Et puis, on a un enjeu qui est un peu plus méconnu, mais qui est quand même important, c'est la pollution intérieure induite par certains mobiliers, certains produits mobiliers. Notamment, je pense aux peintures qui peuvent parfois être toxiques et certains éléments d'ameublement qui sont très traités et qui sont parfois de mauvaise qualité vont émettre beaucoup de pollution, de toxicité à l'intérieur de- à l'intérieur des bureaux. Donc, cette pollution intérieure, elle peut même être de 5 à 10 fois plus importante que la pollution extérieure. Donc, c'est quelque chose quand même à prendre en compte. Quels sont les freins au déploiement du mobilier circulaire? Alors, pour l'instant, on a un marché qui est quand même, par rapport à d'autres marchés circulaires, plus mature, mais qui reste au niveau de l'ensemble du marché mobilier assez embryonnaire, pardon. Les fournisseurs de mobilier circulaire, ils existent, mais ils se développent à un rythme encore faible.
notamment parce que les grandes enseignes qui vraiment tirent ce marché-là ne suivent pas encore sur la question du mobilier circulaire issu du réemploi ou de la réutilisation. Et donc, c'est là un vrai enjeu pour l'achat public, c'est enfin, de se circulariser. Cet achat public circulaire va permettre aux fournisseurs de mobilier circulaire de se développer et de structurer leur offre. Donc, on a un vrai enjeu. Malheureusement, on constate quand même, et c'est pas le cas que pour les acheteurs publics, c'est pour le cas pour beaucoup d'acheteurs de manière générale, le développement de cette filière cette filière d'achat vertueuse doit être également perçue du côté, enfin, doit être également, pardon, issue d'une demande des acheteurs. Et pour l'instant, les acheteurs n'ont pas encore une habitude assez grande de se fournir en mobilier circulaire. Il y a un enjeu qui est celui de l'enjeu de la qualité perçue, c'est-à-dire que on va percevoir ce mobilier comme moins durable, moins résistant, moins, comment dire, moins facile à utiliser, peut-être moins beau, etc. Donc, on a cet enjeu de la qualité perçue qui est important et il faut vraiment dépasser cette illusion de croire qu'un mobilier qui est issu du réemploi ou de la réutilisation va être moins durable. Euh, on peut aussi rajouter que le gisement est pour l'instant, que ce soit en qualité ou en quantité, assez peu valorisé et que le réseau de traitement est à muscler, si j'ose dire. On a pas mal de structures qui traitent ça, hein, comme je le disais, des ressourceries, des Emmaüs, etc., mais qui sont souvent débordées par rapport au tonnage et à l'importance des déchets et des meubles qu'on leur envoie. Et donc, il faut vraiment structurer un réseau de traitement, notamment avec des acteurs qui les revendront à d'autres acheteurs. Et donc là, il y a un vrai enjeu de développer ce réseau de traitement à l'échelle du pays. Je vous ai mis aussi quelques avantages du mobilier reconditionné qui peuvent nous permettre de changer un peu notre regard là-dessus. Le rapport qualité-prix qui est largement à l'avantage d'un meuble reconditionné. Le meuble reconditionné, il va pouvoir facilement concurrencer des offres premier prix sans pour autant constituer du bas de gamme. Donc c'est assez intéressant pour les structures qui voilà, cherchent à faire des économies, qui n'ont pas beaucoup de moyens. Elles peuvent s'équiper en mobilier plus qualitatif sans pour autant aller vers des offres premier prix et qui sont des offres issues du neuf en général. Il y a un vrai avantage aussi qui est celui de la disponibilité du mobilier. Aujourd'hui, le reconditionnement du mobilier offre également cette perspective de production beaucoup plus rapide par rapport aux problèmes qu'il peut y avoir en matière d'approvisionnement, y compris dans le mobilier, puisque ben, voilà, on sait avec les différentes crises, les questions d'approvisionnement sont de plus en plus importante et on est confronté à pas mal de ruptures de la chaîne de production mondiale. Ben là, vous allez pouvoir avoir un mobilier, enfin, des fournitures qui vont être fournies assez rapidement et c'est un avantage qu'il ne faut pas négliger. Et puis, je vous ai mis bien évidemment quand même cet élément-là à prendre en compte, même s'il n'est pas forcément direct, le développement d'une économie circulaire notamment dans le domaine du mobilier reconditionné, du mobilier issu du réemploi ou de la réutilisation, va permettre le développement d'emplois pérennes et durables et surtout non délocalisables, puisque, mais Eva en parlera, ce secteur-là est très intensif en main-d'œuvre. Alors, on va passer à la partie réglementaire, l'actualité réglementaire autour de cette famille d'achat, de ce secteur du mobilier. On a une REP, la REP dont je vous en ai déjà parlé au début, hein, la responsabilité élargie du producteur,
mobilier ou DEA, hein, on peut l'appeler comme on veut. C'est une REP qui est relativement mature dans son déploiement. Il y a deux éco-organismes qui s'en occupent principalement, qui ont été agréés en 2017. C'est Valdelia et Écomobilier, et ils sont en charge de mettre en place donc la gestion des déchets collectés à la fois auprès des particuliers et des professionnels. Cette REP, elle a quatre grands objectifs pour 2023. Bon, c'est des objectifs qui ont été fixés il y a quelques années, hein, qui ont été donc fixés en 2017. On a un objectif de taux de collecte en 2023 de DEA collectés séparément des autres déchets de 40%. Des quantités d'éléments d'ameublement mis sur le marché. Donc c'est relativement ambitieux. On a un objectif de recyclage de à peu près 50% de ces DEA collectés, un objectif de valorisation d'à peu près 90% et un objectif de mise à disposition des acteurs de l'économie sociale et solidaire d'à peu près 1,5% à partir de 2021. Donc voilà, c'est des objectifs qui sont relativement ambitieux. Je ne peux pas vous dire s'ils ont été remplis puisqu'on n'a pas encore les chiffres, mais on le saura d'ici quelques mois, je suppose. Alors, il y a d'autres objectifs qui sont issus de la réglementation récente. L'affichage de l'éco-participation sur le prix des produits et du mobilier a été étendu jusqu'en 2026. Voilà, c'est une information à prendre. Autre information importante, l'article 62 de la loi AGEC prévoit que le périmètre de la REP sera étendu aux éléments de décoration textile. Et cette même loi AGEC, je vous le rappelle, puisque c'était un des objectifs très importants de cette loi, a interdit la destruction des invendus non alimentaires. Donc, ça prend en compte, bien évidemment, le secteur du mobilier. Simplement, il n'y a que 9% du mobilier qui est actuellement éliminé, mais c'est pas énorme par rapport à l'ensemble du marché, mais ça représente quand même un tonnage relativement important. Alors, quelques clauses pour vous aider à un peu vous figurer votre marché, comment vous pouvez le rendre un peu plus circulaire avec certaines clauses. Alors bon, elles sont à retrouver sur la clause verte. .fr qui, vous le connaissez, est un site qui recense toutes ces clauses qui vont être vertueuses et que les acheteurs publics vont pouvoir utiliser. Une première clause qui est la clause qualité de l'air immobilier. Là, ça répond vraiment à un enjeu que j'ai évoqué jusqu'avant. La labellisation du mobilier doit répondre à des normes strictes et donc on va avoir une clause qui est intitulée donc qualité de l'air immobilier et qui va indiquer que le fournisseur devra fournir la preuve que la labellisation des meubles ne nuit pas, enfin prouve qu'ils sont peu émissifs et ne nuisent pas à la qualité de l'air. Donc c'est une clause relativement simple à intégrer dans votre marché, mais qui va vous permettre voilà, de respecter une norme qui est quand même relativement importante. Et donc je vous ai mis le lien. Vous pouvez retrouver cette clause sur la clause verte. Autre clause qui, elle, va essayer de faciliter, d'accentuer le réemploi et la réutilisation des fauteuils de bureau. On va regarder un petit peu comment se constitue, s'écrit cette clause. Pour l'aménagement de son nouveau site, une structure, la structure A, qui souhaite acquérir 50 assises professionnelles issues du réemploi ou de la réutilisation de type fauteuil de bureau à roulettes avec accoudoir et hauteur réglable de l'assise. La gamme proposée, et là c'est important, sera de couleurs sombres. C'est important voilà, d'avoir de la flexibilité sur les coloris. Donc de couleurs sombres, noir ou équivalent, et devra présenter un aspect similaire afin
d'assurer une certaine uniformité sur le site. Et important de rajouter aussi ça dans une clause, conformément à la loi AGEC, le mobilier issu du réemploi représentera au minimum 20% du montant hors taxe du lot. Donc voilà, ça nous permet de développer un petit peu un marché qui sera relativement réaliste autour de ce mobilier circulaire, mais voilà, assez ambitieux. Soyez flexible sur la désignation des coloris, c'est quelque chose qui sera utile pour le fournisseur. Pourquoi ne pas indiquer un pourcentage de rayures acceptées sur les accoudoirs, par exemple, histoire de faciliter la trouvaille du gisement par le fournisseur. Et une pratique à éviter, c'est de demander une référence très spécifique, une référence très particulière. Enfin, c'est un peu une clause qui est relativement similaire. Là, on parle de bureau professionnel. On voit que on va essayer de demander une gamme qui correspond à des bureaux droits de 140 cm d'aspect bois de couleur claire. Là encore, on a une flexibilité sur le coloris. Et on va aussi ajouter voilà, que conformément à la loi AGEC, encore une fois, le mobilier issu du réemploi devra représenter au minimum 20% du montant hors taxe du lot. Là, encore une fois, des petits points de vigilance sur la flexibilité des coloris. Et on va essayer d'éviter de demander une référence en particulier ou par exemple de fixer l'épaisseur du plateau, ce qui n'est pas forcément quelque chose de très productif pour le fournisseur. Voilà, donc quelques conseils pratiques que vous devez garder en tête. Essayez d'allotir au maximum votre marché pour le rendre plus circulaire. Il s'agit là pour vous de vous adapter aux réalités économiques et à la maturité de la filière. Pour ça, l'allotissement est vraiment une solution efficace parce qu'on va essayer de multiplier, de différencier la taille, le nombre et la désignation des lots, ce qui va vous permettre de voilà, sécuriser votre approvisionnement, mais de faire aussi un effort réaliste en matière d'achat circulaire. Et je vous le disais, mais je vous le répète, voilà, soyez flexible sur la désignation des références des produits. Voilà. Donc, on va essayer de désigner les fournitures de manière plus générale en se basant sur des critères larges et sans nécessairement rechercher une trop grande uniformité des produits. Quelques ressources pour vous aider à un peu approfondir votre réflexion sur le sujet. Écomobilier a sorti un guide sur les Français et leurs meubles pour voir un petit peu nos pratiques en termes de consommation de meubles, en termes de consommation de mobilier. L'ADEME a sorti également des fiches sur l'impact environnementaux des mobiliers. C'est classé par type. Là, vous voyez le type matelas, mais voilà, il y en a d'autres, il y en a plusieurs autres. Et vous avez Écomobilier qui a également fait une étude sur les produits d'ameublement éco-conçus mis sur le marché européen. Et c'est relativement utile pour chercher un petit peu des références. Bon, ça date un petit peu, mais c'est relativement utile pour chercher des références qui peuvent vous manquer dans la construction de votre marché. On va passer à la grille méthodologique que vous connaissez sans doute déjà un petit peu. Ceux qui ne la connaissent pas, je rappelle, c'est une grille méthodologique qui va vous aider à déconstruire, à décortiquer un peu et à analyser tout le cycle de vie de votre marché, du produit que vous allez acheter. Ça se base sur les quatre grands piliers de l'achat circulaire et solidaire, donc l'offre des acteurs économiques, la demande, la gestion des déchets et enfin voilà, la partie achat solidaire. Donc, je vais faire une petite manœuvre si cela vous convient. Hop. Si tout le monde voit, c'est parfait. Alors, vous voyez cette grille méthodologique, elle est relativement complexe de prime abord, mais vous allez voir qu'elle est assez simple. Hugo?
Oui, Excuse-moi, je te coupe, mais est-ce que tu peux zoomer un tout petit peu? Parce que je pense que c'est peut-être un peu petit. alors, oui, tout à fait. Est-ce Parfait, est-ce que c'est bien là? c'est mieux. Bon, OK. Voilà, donc vous avez voilà, cette famille d'achats qui est la famille d'achats mobilier. Vous avez les grands domaines de l'économie circulaire qui sont eux-mêmes de l'économie circulaire et de l'économie sociale et solidaire qui sont eux-mêmes découpés en sous-thématiques et ça va nous permettre vraiment d'analyser chaque aspect de notre marché et ça va nous permettre de le rendre le plus circulaire et le plus social possible. Je vous ai mis en gras les sous-thématiques qui sont les plus importantes pour le marché en question. Là, par exemple, la première sous-thématique est très importante sur la question du mobilier. Cette sous-thématique, c'est l'extraction des matières premières. Bon, déjà, je le remets à chaque fois, mais avant chaque achat, il faut vraiment vérifier que le produit recherché n'est pas en stock et se demander si cet achat qu'on va faire est nécessaire et s'il n'existe pas une alternative plus vertueuse. Ça, c'est la première chose à se demander généralement lorsqu'on on va faire un achat. Si cet achat de produits est nécessaire, on va essayer de pratiquer un sourcing approfondi pour savoir si le fournisseur est en capacité de tracer ses produits. Et dans la question plus spécifique du mobilier, on va essayer de faire en sorte que le mobilier soit systématiquement labellisé. Je vous ai mis quelques labels, NF Environnement, etc., qui sont des références et sur lesquelles vous allez pouvoir vous baser. En revanche, petite incise là-dessus, ces labels ne prennent pas encore en compte les obligations de la loi AGEC. Donc, vous n'aurez pas nécessairement un pourcentage de produits qui seraient, par exemple, recyclés. Donc, ça, c'est à prendre en compte. Bon, ça va peut-être évoluer, mais pour l'instant, ça n'est pas le cas. Si le neuf est indispensable, bien évidemment, on va essayer de privilégier le produit le plus recyclé, le plus recyclable, le plus éco-conçu et le plus facilement démontable. Sur la partie réemploi, réutilisation, là, ça va être très, très important pour votre achat, puisque c'est généralement dans le mobilier la stratégie la plus efficace pour réduire la consommation de ressources et l'empreinte carbone du marché. Donc, on va essayer au maximum de s'approvisionner, pardon, en matériaux et en produits reconditionnés ou issus du réemploi et de la réutilisation. On va également essayer de privilégier un mobilier qui sera fabriqué avec des matériaux biosourcés. Donc, ils existent, hein, le marché est relativement mature là-dessus. Par exemple, fait à partir de chanvre, de liège ou de déchets agricoles. Oui, ça existe, hein, notamment issus de la canne à sucre. On va également essayer, je vous en parlais un petit peu tout à l'heure, d'utiliser au maximum un mobilier en bois massif qui sera une solution parce qu'il est peu traité et durable, même si en effet ça peut représenter un coût un peu plus important, j'en ai bien conscience. Euh, Parce qu'il faut quand même se rappeler que le marché du mobilier voilà, est régulièrement pointé du doigt pour son recours à des matériaux peu écologiques et polluants et toxiques. On va essayer aussi de réfléchir dès l'achat à la seconde vie du produit, comment je vais pouvoir donner une deuxième vie au produit. Et on va réfléchir aussi à son potentiel de réparabilité. Et là, je vous l'ai mis en gras aussi parce que c'est important dans le secteur du mobilier. On va essayer donc d'avoir un matériel qui est démontable et réparable. On va s'assurer que les pièces détachées soient disponibles et on va essayer aussi le plus possible de s'assurer qu'il y a un réseau de réparateurs qui est suffisant, parce que la réparabilité, c'est bien, mais la réparation, c'est mieux. La partie processus de production, elle est vraiment là pour rappeler que voilà, le secteur du mobilier d'intérieur, est très émetteur en gaz à effet de serre et en consommation d'eau, de ressources et d'énergie, et que donc on va essayer de limiter ses achats en produits neufs et voire même en produits recyclés, hein, et passer le plus possible par du réemploi. Bien évidemment, on va essayer de se fournir
en matériel qui est issu de solutions de proximité. Et ça doit être fait le plus possible en boucle courte. Et ça, c'est un peu classique, mais on va essayer de privilégier aussi des modes de transport qui seront les moins émetteurs en gaz à effet de serre, le plus possible, hein, quand c'est possible, bien évidemment. On va ici réfléchir à quand est-ce qu'on peut se passer d'acheter du mobilier, quand est-ce qu'on peut, par exemple, le louer. C'est ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité, donc privilégier l'usage à la possession. Et par exemple, c'est dans des marchés qui vont être des marchés de mobilier pour de l'événementiel, par exemple, on va peut-être essayer de privilégier l'allocation de matériel, l'allocation de mobilier pour essayer de réduire notre empreinte ressources. Et il existe un vrai marché là-dessus, hein, de location de mobilier de bureau. Donc, on va peut-être essayer voilà, de faire cet effort-là quand on le pourra. Sur la partie écologie industrielle et territoriale, c'est assez peu pertinent, donc je ne m'attarde pas dessus. Sur la partie, là, on entre dans un nouveau pilier qui est celui de la demande et le comportement des consommateurs. Sur l'usage du produit, bon, sur la consommation énergétique du mobilier, il n'y a qu'un seul enjeu, c'est pour les lampes. On va essayer, voilà, de faire en sorte d'avoir des ampoules qui sont le plus basse consommation possible. Euh, on va, comme je vous l'ai déjà dit, essayer de faire en sorte de pouvoir utiliser un matériel qui est le plus réparable possible, qui est également celui qui a la plus longue durée de vie possible. Donc voilà, ça revient un petit peu avec ce que ça, on reboucle un petit peu avec ce que je vous disais avant. Et si on peut le faire, on va essayer de prendre en compte dans le contrat de maintenance la réparation. Dans un contrat de maintenance spécifique, pardon, ou dans le contrat initial avec le fournisseur, pour un peu se prémunir et garantir la réparation éventuellement du mobilier. Et on va essayer voilà, de réemployer le plus possible les équipements à travers des solutions en interne et en externe. Alors, sur la réutilisation du produit et du bien en externe, on va essayer de se mettre en contact avec les ressourceries, les associations, les entreprises, etc., qui réutilisent ces produits pour pouvoir voilà, donner une deuxième vie aux produits qu'on avait l'intention enfin, dont on avait l'intention de se débarrasser. Petite incise là-dessus, la réécriture du décret de l'application de l'article 58 de la loi AGEC va sans doute faciliter le régime du don et sa prise en compte dans le pourcentage de réutilisation. Donc ça, c'est à noter. Voilà, c'est un peu encore prospectif parce que le décret n'est pas réécrit, mais c'est à prendre en compte. Solution très utile, généralement, on va essayer de permettre la réutilisation du produit et du bien en interne, mais au sein même de la structure. Simplement, ça va nécessiter un vrai travail d'identification des besoins et des produits au sein de la structure. Et ça nécessite aussi une forte communication entre les services. C'est pas toujours évident, mais c'est une des clés d'une stratégie durable dans le mobilier. Voilà, pour la partie recyclage, bon, bah là, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire que de faire appel à un éco-organisme pour la gestion des déchets donc Valdelia ou Éco-Mobilier. Et sur la question du don, voilà, je vous en ai déjà un petit peu parlé, sachant que la question du don est juridiquement complexe pour les collectivités, parce qu'elle est notamment assez strictement encadrée par la loi, mais c'est aussi une vraie solution pour voilà, donner une seconde vie à vos produits. Voilà un petit peu pour la partie économie circulaire. Je laisse la main à Eva pour la partie achat social et solidaire. Merci Hugo. Donc effectivement, en matière de potentiel ESS, puisque c'est le premier enjeu qu'on décrypte dans cette partie de l'achat socialement responsable,
L'ESS est en fait vraiment historiquement positionné sur ce secteur du mobilier. C'est un secteur très propice à l'ESS et particulièrement sur tout ce qui est mobilier durable, puisque l'ESS va essayer de répondre à différents enjeux. Le premier, ça va être la gestion des déchets, qui est très lié à ces enjeux d'ameublement. Hugo en a beaucoup parlé en début de session, en produisant notamment des mobiliers à partir de matériaux euh, voilà, qui proviennent de ces déchets de la production de mobilier. L'autre enjeu, ça va évidemment être de minimiser tout ce qui est impact environnemental et impact carbone en proposant des alternatives aux meubles neufs, donc meubles upcyclés, revente de meubles de seconde main, etc. Et puis, un troisième enjeu, qui est même un objectif inhérent à l'ESS au sens large, ça va être de proposer ces meubles aussi avec un prix qui soit accessible. Alors, c'est pas forcément vrai sur tous ces types de mobilier, mais pour tout ce qui est seconde main, potentiellement, voilà, on trouve des pépites chez Emmaüs notamment, mais pas que à un niveau individuel, ça peut aussi être intégré dans les collectivités, dans les organisations au sens large. En matière de diversité statutaire et quel type de statut de l'ESS on va le plus retrouver, c'est vraiment les associations qui sont prédominantes en matière d'ESS et qui proposent une offre de mobilier très riche et répartie de façon assez homogène sur l'ensemble du territoire. Elles vont vraiment être sur différentes activités, mais essentiellement, évidemment, du don et de la revente de meubles. J'ai parlé d'Emmaüs, ils ont des filiales comme Emmaüs Défi et Label Emmaüs, mais également tout ce qui est création de mobilier upcyclé. Donc vraiment les associations très présentes sur ce sujet-là, mais également les structures de l'insertion par l'activité économique qu'on retrouve sur les mêmes activités que les associations. Et avec la mise en place de la REP, ça a vraiment poussé les acteurs de la filière à prendre des engagements très concrets auprès des acteurs de l'insertion. Par exemple, en, en en ayant des parcours d'insertion dans des ateliers de tri et de collecte d'objets et en proposant à ces salariés en insertion une reconversion dans la réparation de mobilier. Donc les SIAE sont aussi assez présentes sur ces sujets-là. Le secteur du handicap est moins présent. On retrouve pour autant quand même quelques ESAT qui proposent des activités de menuiserie, d'objets de décoration ou de mobilier. Mais voilà, c'est dans une moindre mesure. Et puis, je les mentionne quand même parce que c'est intéressant de le savoir. Les coopératives, la production de mobilier ou l'ameublement, ça ne fait pas vraiment partie de leurs activités majeures. On retrouve quand même une coopérative principalement qui compte 120 magasins en France, c'est Monsieur Meuble. Voilà, c'est une coopérative, donc c'est de l'ESS. Et elles vont plutôt se positionner après ces coopératives sur des activités de tissage industriel pour l'habillement, l'ameublement, donc plutôt sur des activités textiles plus que le meuble en tant que tel. Voilà. Donc en termes de structure un peu à retenir, mais on rentrera évidemment bien plus dans le détail lors du prochain webinaire qui se focalise sur des retours d'expérience, mais également des présentations de portraits d'acteurs. On retrouve Initiative Solidaire, qui est une SIAE, mais également Furniture for Good, qui emploie des personnes en situation de handicap, pardon. Label Emmaüs, que j'ai déjà mentionné, Tricycle, dont on a déjà parlé lors du précédent webinaire, puisque voilà, c'est une enseigne, une SIAE qui est déclinée sur différents segments. Et notamment le mobilier. Je sais qu'ils ont une filiale qui fait de la production de mobilier upcyclé. Donc voilà, des noms à garder en tête. Sur la partie vraiment enjeux sociaux, on va retrouver des enjeux liés évidemment aux conditions de travail. Alors, tout dépend sur quel type de segment d'achat on va se positionner. Mais si on est encore un peu, comment dire, novice en la matière d'achat circulaire ou solidaire et que
on n'a pas forcément le choix que d'acheter du neuf et qu'on se retrouve du coup à acheter des produits qui potentiellement sont produits dans des pays lointains et qui n'ont pas forcément les mêmes standards en termes de conditions de travail, il va évidemment falloir porter une attention particulière à ces éléments-là dans les documents qu'on va demander aux candidats du marché. Notamment, on peut demander une méthodologie sur les audits sociaux qui sont réalisés et on va demander de détailler la traçabilité sociale de la chaîne d'approvisionnement. C'est une façon de s'assurer euh, que les conditions de travail des salariés des usines soient respectées et respectent des standards français notamment. Euh, un autre point d'attention, ça va être les enjeux SST, donc santé, sécurité au travail, puisque ça reste la production de meubles au sens large, ça reste des activités qui sont évidemment physiques. Et je vous propose qu'on se focalise notamment sur les activités de menuiserie et d'ébénisterie, qui comportent trois types de risques. Le premier, ça va être évidemment les risques physiques liés à l'utilisation de machines à bois, d'outils portatifs mécaniques ou manuels dangereux. Euh, les bruits de machine, donc des grosses nuisances sonores évidemment, et puis des postures qui sont assez contraignantes évidemment. Le second type de risque, ça va être les risques chimiques qui sont liés à la poussière de bois, qui peut être inhalée évidemment. Et puis, de par leur activité, les risques d'incendie sont évidemment aussi importants puisqu'il y a un stockage de matériaux très inflammables. Donc, ce qu'on va pouvoir mettre en place dans les marchés en matière sociale à ce titre-là, ça va être de demander à ces candidats de valoriser la démarche de prévention des risques industriels. Ça peut rentrer dans la partie technique, en fait, tout simplement, de comment ils produisent les éléments achetés. Voilà en matière d'enjeux solidaires et enjeux sociaux. Hugo, je veux bien qu'on repasse au slide. Je vais pouvoir vous présenter quelques techniques d'achat solidaire qui, en fait, rejoignent des éléments qui ont déjà été présentés par Hugo précédemment, puisque, je le répète à longueur de webinaire, mais les structures de l'ESS sont très innovantes et donc, bien souvent, rejoignent en fait des enjeux d'économie circulaire et se positionnent sur ces sujets-là. Je veux bien la slide suivante. Voilà, parfait. Donc effectivement, sur la définition du besoin, Hugo, on a déjà parlé, mais c'est important de l'avoir en tête. Dès qu'il s'agit d'avoir du mobilier en réemploi, le besoin doit être exprimé de manière fonctionnelle et non pas d'avoir euh, des exigences en matière de couleur, d'épaisseur de plateau, ce genre d'éléments, puisque les structures sont assez dépendantes de tout ça. Et il me semble, Stéphanie, que tu nous partageais ça aussi en retour d'expérience de tricycle notamment, qui mentionnait que c'était une exigence parfois un petit peu décorrélée de la fonctionnalité des objets et que ce n'était pas du tout une nécessité pour avoir un bon bureau. On n'est pas obligé d'avoir un bureau qui fait 10 cm d'épaisseur, par exemple. Même si 10 cm, c'est déjà très épais. Mais voilà, c'est des enjeux qui rejoignent, qui permettent en fait, enfin, c'est un levier qui va permettre à la fois d'adresser cet enjeu de circularité, mais aussi de solidarité, évidemment. Et à ça, on va pouvoir euh, ajouter d'autres éléments dans son marché, notamment une clause sociale, puisque je vous le disais, l'ESS est très largement positionné sur ce secteur du mobilier. Donc, on va pouvoir privilégier une clause sociale assez ambitieuse, avec un pourcentage voilà, toujours à calibrer évidemment en fonction du sourcing que vous aurez fait sur votre territoire, si en plus vous voulez privilégier un achat local. Euh, et ça va être vraiment important pour tout ce qui est fourniture de mobilier éco-conçu ou upcyclé. En matière de marché réservé, c'est tout à fait possible aussi de faire des marchés réservés ou des lots réservés s'ils sont évidemment restreints au SIAE, puisque je rappelle, depuis la loi ASAP, les acheteurs publics ont la possibilité de réserver à la fois au SIAE et au handicap. Mais comme je vous le disais, le secteur du handicap est assez peu présent sur ce segment du mobilier. Donc, il vaut mieux réserver le marché aux structures de l'insertion plutôt qu'au secteur du handicap.
En matière d'allotissement, on va pouvoir calibrer son marché, notamment sur les volumes, puisque notamment quand on parle de réemploi, les fournisseurs sont un petit peu dépendants eh bien, des meubles qu'ils vont pouvoir remettre à disposition en seconde main. Donc les volumes, c'est un bon levier d'allotissement, mais Hugo en a parlé également tout à l'heure. C'est vraiment un levier à la fois d'achat circulaire comme d'achat solidaire. Sur les marchés dont l'objet est l'insertion, je ne recommande pas d'avoir recours à ce type de marché, tout simplement parce que c'est juridiquement assez encadré, assez complexe à mettre en place, et c'est pas forcément à privilégier sur le secteur du mobilier. C'est parce que ça peut impliquer parfois des qualifications un peu plus techniques, donc l'objet en tant que tel ne sera pas l'insertion, donc c'est pas forcément idéal. Et en matière de critères de sélection des offres, si clause sociale il y a, on va tout à fait pouvoir valoriser la démarche d'insertion, évidemment, et ce, en proposant en fait aux candidats un cadre de mémoire sociale. C'est vraiment une bonne pratique à intégrer quand on veut valoriser les démarches sociales au sens large et plus spécifiquement les démarches d'insertion. Ça permet vraiment de guider le répondant à travers voilà, la démarche qu'on veut qu'il décrive, comment il répond en fait à la clause sociale. Euh, et ça va aussi être possible d'intégrer un critère sur la démarche de prévention des risques SST dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà sur les techniques d'achat solidaire. On vous rappelle rapidement les différents formats mis à votre disposition dans le cadre du programme Achat circulaire et solidaire. Les conseils minutes sont toujours ouverts et sont toujours à votre disposition en cliquant sur le lien d'inscription qui peut potentiellement vous être repartagé dans le chat, et si ce n'est pas le cas, on vous l'enverra par mail. Il s'agit donc d'un créneau de 30 minutes à réserver entre 10h et 11h tous les vendredis, et qui permet aux adhérents INEC, OPSTAR, acheteurs CanoAES et communes et territoires de la MGP d'adresser en fait une question, une problématique courte et spécifique sur un marché en particulier, une question que vous avez en lien avec les achats durables au sens large. Voilà, pendant 30 minutes, l'AES est à votre disposition pour échanger sur ces éléments-là. N'hésitez surtout pas à fournir en amont des éléments au moment de l'inscription pour qu'on puisse venir avec des éléments de réponse pendant ce petit temps d'échange. On retrouvera également les groupes de travail dès 2023. Dès lors qu'on aura fixé des créneaux, on vous les communiquera évidemment. L'idée des groupes de travail, c'est vraiment des sessions de 3 heures en petits groupes qui permettent vraiment de mettre en œuvre de manière opérationnelle l'intégration de l'économie circulaire et de l'économie sociale et solidaire dans vos projets d'achat. Donc l'idée, c'est dans l'idéal d'identifier un projet d'achat sur lequel vous souhaiteriez travailler ces enjeux-là. Et nous, on va repartir de toutes les étapes du processus d'achat, de la définition du besoin au choix des critères. On va balayer tout ça ensemble pour vous donner un maximum d'éléments qui soient les plus propices à l'économie circulaire et l'économie sociale et solidaire. Et enfin, les prochaines étapes. Alors, on se retrouvera le 13 décembre, donc presque dans 2 semaines, à vrai dire, pour le webinaire Retour d'expérience et portrait d'acteur, toujours sur la thématique du mobilier. Et puis, on se retrouvera après les vacances de Noël et le réveillon, le 10 janvier, pour un webinaire sur la famille achat événementielle. Donc toujours décliné en un webinaire méthodologie, puis le 31 janvier, un webinaire retour d'expérience portrait d'acteur. Et on aura un premier groupe de travail le 7 février. Voilà, vous retrouverez du coup toutes les ressources utilisées sur la page rapide qui voilà, retrace tous les éléments qu'on a produits dans le cadre du programme achat circulaire et solidaire. Merci. Merci beaucoup.